un autre aspect de l'échec scolaire, l'aspect plus psychologique, les conséquences de l'échec scolaire sur les affects de l'enfant. Et c'est Madame Alcorta, Martine Alcorta de l'Université de Bordeaux, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux en psychologie du développement et de l'éducation. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi, en tant qu'enseignant-chercheur donc à l'Université de Bordeaux 2, je vais refaire une lecture des situations qui ont été présentées, mais à la lumière des résultats des recherches en psychologie de l'éducation, et plus spécialement avec ce qu'on appelle l'approche psychosociale. On entend beaucoup plus parler tout à l'heure, on l'a vu avec les interventions précédentes, de la psychologie cognitive lorsqu'il s'agit de parler des apprentissages. Et moi, je tiens à ce qu'on valorise aussi l'approche psychosociale, parce qu'un élève, c'est pas seulement du cognitif, c'est aussi du socio-affectif. Et dans toute ma présentation, ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est que ces deux dimensions, elles ont des relations entre elles, et que c'est de cette globalité-là dont il faut tenir compte. Alors, je vous propose, pour commencer cette intervention, qu'on entre dans une classe. Voilà, une classe classique. Alors, je vais plutôt parler de la France, puisque c'est le système que je connais le mieux. Une classe classique avec une réalité matérielle, physique. Il y a des chaises, des tables, un tableau, un enseignant, des élèves, des mots écrits sur le tableau. Et puis, il y a aussi ce que nous, en psychologie, on va appeler une réalité psychologique qui n'est pas visible. Et on va considérer que les personnes, que ce soit les élèves, l'enseignant, se comportent non pas en fonction de cette réalité matérielle, physique, qu'on voit là, qu'on peut observer, mais en fonction des représentations que chacun va se faire de la réalité dans laquelle il est. Et on va travailler sur ces questions de représentation. Et c'est là-dessus que je voudrais donc faire mon exposé. Alors parmi ces représentations, il y a comment je me représente la situation, comment je me représente aller à l'école. Mais il y a aussi comment je me représente moi dans cette situation. Ce qu'on va appeler les représentations de soi, sur lesquelles je vais un peu développer. Je n'aurai pas le temps de tout développer. Donc je n'aborderai pas les représentations du contexte, c'est-à-dire comment est-ce que l'élève se représente aller à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire aller à l'école, faire le travail scolaire. Et il y a des études qui ont été faites sur les représentations que les élèves ont donc de ce contexte scolaire. Et je ne vais pas développer, mais simplement à la réponse « Pourquoi vas-tu à l'école ?» Les enfants, je parle d'école française, les enfants à l'école primaire ont plutôt tendance à dire pour apprendre des choses. Et puis quand ils sont au collège, souvent ils répondent « pour avoir des notes ». Et pour avoir des notes, ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire attention, parce que c'est une évaluation. Et puis, si je vais au collège, il va falloir que je fasse attention à l'image que je vais donner de moi. Et s'engager dans des tâches scolaires pour apprendre des choses, ou s'engager dans des tâches scolaires pour préserver une image positive de soi, ça ne fait pas les mêmes enjeux. Alors je développerai un petit peu ça. Mais ensuite, il y a ce qu'on va appeler la motivation. Alors on peut penser que si tous ces élèves, s'ils sont encore là, c'est qu'ils sont motivés, même si certains sont très peu motivés, mais tant qu'ils sont là, ils sont encore un peu motivés. Mais la question de la motivation, c'est pas simplement une affaire quantitative, c'est aussi la nature de la motivation. Et là aussi, je pourrais développer plus, mais je le ferai pas. Mais quelques mots quand même. La nature de la motivation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que je suis motivée à l'école parce que je réponds à des pressions externes qui peuvent être parce que mes parents m'y obligent ou pour faire plaisir à mes parents ? Ou est-ce que le moteur de cette motivation, je l'ai trouvé en moi-même ? Est-ce que j'ai construit moi-même les raisons de cette motivation ? Alors ça peut être jusqu'à la motivation qu'on va appeler la motivation intrinsèque parce que j'y prends du plaisir, de l'intérêt, parce que je m'y accomplis. Mais ça peut être aussi une motivation qu'on va appeler instrumentale, qui est je fais des maths, même si ça me plaît pas trop, j'y prends pas trop de plaisir, mais plus tard, je veux être médecin et je sais que c'est important d'étudier les maths. C'est-à-dire, à partir du moment où je construis moi-même les raisons de ma motivation, je vais apprendre différemment. Et donc, la motivation va jouer sur ce qu'on va appeler l'engagement, c'est-à-dire sur
est-ce que je veux bien travailler, hein? Parce que on peut effectivement, en psychologie cognitive, on va beaucoup plutôt s'intéresser à, une fois que je suis engagée, une fois que je fais la tâche, qu'est-ce que je fais bien, les stratégies qui sont bonnes, qui sont pas bonnes. Mais il y a aussi, est-ce que je m'engage dans la tâche? Et aujourd'hui, je crois que les enseignants, face à la difficulté, ils sont pas forcément démunis, hein. Ils ont plus ou moins des aides, ils ont quelques connaissances. Mais là où un enseignant aujourd'hui est totalement démuni, c'est quand il est face à des élèves qui ne veulent pas apprendre. Parce que là, des élèves qui ne veulent pas apprendre, ça remet, y compris son existence professionnelle, en cause. L'estime de soi et l'autre, le sentiment de compétence, qui sont un petit peu différents, mais qui sont les deux assez puissants dans les effets qu'ils ont sur les apprentissages. Alors si je prends le premier, l'estime de soi, ce qu'on va appeler l'estime de soi, pour donner une définition un peu générale, c'est la valeur qu'un individu s'attribue. Comment est-ce que je me valorise dans ce domaine? Alors, on considère que c'est un concept multidimensionnel, c'est-à-dire que il y a à la fois pour chaque personne une estime de soi globale. Hein. Comment je m'estime en général comme personne? Est-ce que je m'aime bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais changer en moi, etc. Mais on considère qu'il y a aussi des estimes de soi spécifiques, c'est-à-dire liées à chaque contexte de vie, chaque milieu de vie dans lequel la personne évolue. Et donc, moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'estime de soi scolaire, c'est-à-dire celle de l'estime de soi des élèves. Alors, un point très important sur l'estime de soi, on va faire un petit peu de mathématiques, c'est qu'on considère que l'estime de soi, c'est un quotient. Hein, donc, comme la figure ne le montre pas vraiment, j'ai voulu symboliser un quotient. Un quotient avec au numérateur la valeur que je m'accorde dans un domaine. La valeur que l'élève s'accorde dans le domaine scolaire. Et puis au dénominateur, la valeur que j'accorde à ce domaine. Comment je valorise ce domaine, comment je valorise l'école. Et alors, on va le voir par la suite, lorsque l'estime de soi des élèves baisse, parce qu'ils sont en situation d'échec répété, à un moment donné, il faut sauver. Il faut sauver parce que sinon on arrive dans la pathologisation. Donc il faut sauver les choses. Et donc, lorsque l'estime de soi, lorsque ce quotient baisse, si on fait un peu de mathématiques, on a deux solutions. Soit on fait augmenter le numérateur, c'est-à-dire j'essaye de me dire que je ne suis pas si mauvais que ça, même dans le domaine scolaire. Soit j'ai une deuxième solution, c'est que je diminue le dénominateur. Hein. Un quotient, ça augmente si le numérateur il augmente, ou ça augmente si le dénominateur diminue. Et donc vous voyez que pour faire diminuer le dénominateur, ça veut dire que je vais de plus en plus dévaloriser le domaine scolaire. Et donc pour un élève, pour sauver son estime de soi, eh bien, il peut être amené à un moment donné à dévaloriser le domaine scolaire et donc à dire, et je le reprendrai tout à l'heure, ce domaine-là, il ne m'intéresse pas, il ne me représente pas, hein, et se désengager. Et on peut expliquer comme ça le désengagement, voire le décrochage, mais je vais le reprendre tout à l'heure, de certains élèves. L'estime de soi se construit, se déconstruit et se reconstruit au cours des expériences de vie, au fil des interactions avec autrui, par le jeu du miroir social et du regard de l'autre. Donc l'estime de soi, c'est absolument pas, il n'y a pas de gène de l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui va se construire et qui va se construire dans l'interaction sociale, dans le regard des autres, dans la manière dont on va juger que les autres nous considèrent, etc. Et on voit que pour des élèves qui passent une grande partie de leur vie à l'école, eh bien l'école va être pendant très longtemps une source soit de valorisation, soit de dévalorisation, en fonction de ce qu'elle renverra donc à ses élèves. Alors comment varie l'estime de soi des élèves avec la réussite ou l'échec scolaire? Là, il n'y a pas de mystère. Vous pouvez faire, moi j'ai des étudiants à tous les niveaux qui souvent s'amusent à faire des petites recherches sur l'estime de soi et la réussite scolaire des élèves. Classique, vous trouvez toujours que ceux qui ont des très bons résultats, ils ont une très bonne estime d'eux-mêmes. Ceux qui ont des résultats moyens, ils ont une estime de soi moyenne. Et ceux qui ont des résultats faibles, eh bien, ils ont une estime de soi faible. Ça marche à tous les coups. Voilà. Alors,
ça veut dire qu'on trouve un lien entre l'estime de soi et l'échec scolaire. Donc les statisticiens connaissent ça, une corrélation, ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui joue sur l'autre? Est-ce que c'est parce qu'on a une faible estime de soi qu'on a des faibles performances, ou est-ce que c'est parce qu'on a des faibles performances qu'on a une faible estime de soi? Et là, la plupart des recherches considèrent qu'on n'est pas dans une relation de causalité linéaire, mais plutôt dans une sorte de spirale qui fait que lorsque les performances scolaires baissent, l'estime de soi baisse. L'estime de soi baisse, ça désengage, donc on est moins performant, etc. Et donc on est plus dans une relation, comme on voit là, circulaire, qui pourrait être une bonne symbolisation, représentation de la spirale de l'échec dont on a un peu parlé ce matin. Alors je disais que l'estime de soi diminue au fur et à mesure que les performances diminuent, mais elle diminue jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire que les élèves les plus faibles, à un moment donné, l'estime de soi de ces élèves ne diminue plus, jusqu'à un seuil que moi j'ai appelé la survie psychique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne peut plus descendre trop bas, donc il va falloir réagir. Il y a un phénomène d'adaptation, comme tous les êtres humains savent trouver des phénomènes d'adaptation. Et ce phénomène d'adaptation, on va le trouver dans ce que nous, on appelle les stratégies de protection de soi, qui sont des sortes de stratégies de défense, et qu'on appelle aussi des stratégies auto-handicapantes, et je vais vous expliquer aussi pourquoi on les appelle auto-handicapantes. Alors ces stratégies, il y en a de plusieurs sortes. Je vais en présenter quelques-unes. L'autocomplaisance, qu'est-ce qu'on appelle l'autocomplaisance? L'autocomplaisance, c'est lorsqu'on a des réussites, on va se les attribuer. C'est moi qui suis à l'origine, moi qui suis la cause de cette réussite. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais l'autocomplaisance, c'est quand, lorsqu'on a des échecs, des difficultés, c'est externaliser la cause de cet échec et de ces difficultés. Pour l'élève, c'est oui, mais c'est parce que ce prof, il ne peut pas me voir. Oui, mais enfin, l'exercice était trop difficile, ou il était mal posé, etc. Alors, en quoi ça peut être auto-handicapant, comme je disais tout à l'heure? Et là, on va bien voir l'effet qu'a ce que je vais appeler le socio-affectif sur le cognitif. C'est-à-dire que d'un point de vue du socio-affectif, de la valorisation de soi, de sa santé psychique, ça peut être intéressant d'évacuer les échecs pour éviter de culpabiliser. Si je trouve des causes extérieures, ça m'évite. Mais on voit que sur le plan cognitif, c'est un peu handicapant. Parce que c'est bien aussi de se dire qu'on s'est trompé, mais pas de culpabiliser, mais de se dire, finalement, la stratégie que j'ai utilisée, elle n'est pas bonne, donc il va falloir que j'en trouve une autre. Donc c'est dans ce sens qu'on va parler de auto-handicap, c'est-à-dire ce qui est positif sur le plan socio-affectif peut être négatif sur le plan cognitif. Et ça va être le cas de toutes ces stratégies-là. Pessimisme défensif, c'est se fixer des objectifs bas. Comme ça, on peut se dire qu'on va éviter l'échec. C'est par exemple les élèves qui visent à passer la classe supérieure en se disant bon, je vais arriver à 10 et puis voilà, c'est-à-dire se rabaisser ses ambitions. Il y a la philosophie stoïcienne avait une maxime qui disait si tu réduis tes ambitions à zéro, le monde entier sera à tes pieds. Voilà, donc à l'école française, il y a un peu de culture stoïcienne chez nos élèves et qui fait que là aussi, c'est auto-handicapant. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est satisfaisant, parce qu'on ne prend pas trop de risques, donc son narcissisme, il ne va pas trop prendre de mal. Mais se fixer des faibles objectifs, ça ne fait pas progresser. Alors, des stratégies de protection plus fortes que les deux premières, qui somme toute sont utilisées de manière un peu courante, y compris dans la vie en dehors de l'école, c'est le désengagement. Le désengagement, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais considérer que ce domaine dans lequel je suis en échec, dans lequel je ne suis plus valorisée, je ne le reconnais pas comme un domaine qui me valorise, comme quelque chose qui structure mon identité. Et on va arriver aussi, non seulement au désengagement, c'est-à-dire je ne vais plus travailler, parce qu'il y a ça aussi, mieux vaut paraître paresseux que bête. Enfin, c'est une maxime
dans laquelle qu'on entend souvent. Bon, je passe, mais on pourrait en parler de cette maxime-là, qui n'est pas dite, hein, mais qui est toujours implicite. Et une deuxième stratégie encore plus forte que le désengagement, c'est la désidentification. C'est-à-dire, je vais considérer que les normes scolaires ne structurent plus mon identité. Et quand on est au moment de l'adolescence, où il y a une forte structuration de l'identité, c'est à la limite très dangereux d'en arriver là, parce que si les normes scolaires ne m'identifient plus, je vais aller d'abord aller chercher des normes antiscolaires, donc ça va faire ces gamins qui mettent un peu le bazar, qui sont perturbants dans les lycées, mais ça peut être aussi la recherche de normes antisociales, et qui peut aller jusqu'à aller rechercher d'autres valeurs pour trouver sa place. Et on peut expliquer certains phénomènes de ce qu'on appelle les leaders négatifs, leaders négatifs qui se retrouvent dans des groupes de délinquance. Vous savez, dans ces groupes-là, le respect est très important. C'est-à-dire le chef, le leader du groupe va exiger un respect important des membres du groupe, parce qu'il va retrouver dans cette structure-là une valorisation qu'il n'a pas trouvée dans le domaine, par exemple, scolaire qu'il a quitté. Il ne faut donc pas négliger que le décrochage scolaire peut être une stratégie adaptative, une stratégie donc de protection de soi. Alors les comportements du désengagement, je pense qu'on en a un petit peu parlé ce matin et on les connaît, c'est éviter l'effort. Donc souvent on dit ces élèves-là, c'est un paresseux. Je ne crois pas qu'il y ait un gène de la paresse. Je crois qu'il y a des mécanismes psychosociaux qui font que certains élèves vont à un moment donné ne plus se confronter à l'effort, vont éviter l'effort, vont être dans des stratégies d'évitement, avec évidemment toutes les conséquences que ça peut avoir. Refuser de suivre les consignes. Esquiver l'aide. Alors, c'est vrai que j'étais très attentive à ce qui s'est dit sur la question de l'aide en Finlande, qui semble être totalement consentie, et voire demandée par les élèves. On peut se retrouver l'aide. Alors, il ne faut jamais généraliser. Je pense que l'aide, elle peut être efficace sur un certain nombre d'élèves. Et sur certains élèves qui sont dans la situation que j'ai décrite un peu tout à l'heure, elle peut être inefficace. Pourquoi ? Parce que là encore, on est dans les représentations. Tout dépend de comment je me représente la situation d'aide. Parce que si la situation d'aide me renvoie, est le miroir de mon incompétence, si je considère qu'on me met dans cette situation parce que je suis un incompétent, je vais aussi tout faire pour éviter cette situation qui me renvoie quelque chose de négatif de moi. Et donc, la question de l'aide, à mon avis, si on n'intègre pas aussi la dimension que j'ai appelée socio-affective, des fois, on peut passer à côté. Viser tout juste la note de passage, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, exprimer publiquement son désintérêt, adopter des comportements oppositionnels ou de repli sur soi, qui sont souvent plus graves, parce que les comportements oppositionnels, ils ont le mérite de faire qu'on repère ces élèves. C'est des élèves qui sont... nous, on dit qu'ils ont des comportements, une agressivité, un comportement externalisé. C'est parfois plus embêtant, le repli sur soi, parce que ça fait des élèves qui embêtent personne, qui sont au fond de la classe et qui sont moins facilement repérés. Rationaliser ces difficultés, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir toujours une bonne explication. Vous savez, souvent, il y a des élèves comme ça qui sont plutôt dans le désengagement. Ils ont toujours une bonne raison pour expliquer que ça n'a pas marché. Mais c'est jamais eux qui se mettent en cause. Je vois que ça fait sourire du monde. S'absenter de l'école et décrocher. Alors, dans les représentations de soi, j'ai parlé de l'estime de soi. Je voudrais dire 2 mots sur le sentiment de compétence qui est différent. L'estime de soi, c'est plus comment je me valorise, la valeur que je me donne. C'est plus une représentation, je dirais, subjective de sa compétence. Le sentiment de compétence, c'est plus dans le sens, on l'entend aussi par sentiment d'auto-efficacité. Ça va être plutôt, est-ce que je me sens capable de réussir en maths, de réussir en français ? Alors
c'est Albert Bandura hein, qui a construit ce concept hein, et qui dit que la motivation d'une personne, ses états émotifs et ses actions reposent davantage sur sa représentation de soi que sur ce qu'elle peut réellement, hein, que l'on peut traduire à l'école en disant eh bien, beaucoup d'élèves ont des difficultés, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Hein. D'où l'intérêt de ce concept hein, de sentiment de compétence. Alors, en quoi il est utile et en quoi est-ce qu'un sentiment d'auto-efficacité élevé a des conséquences positives ? Bien, on s'est rendu compte que les élèves qui ont un sentiment donc, de compétence élevée sont des élèves qui se découragent moins facilement, donc qui sont plus persévérants. Or, on sait que l'apprentissage, c'est une question d'engagement, mais aussi de persévérance. Ils font davantage d'efforts et ils persévèrent plus face à la difficulté. Pour moi, ce point-là est très important parce que je crois qu'on sous-estime le vécu de la difficulté. La difficulté, elle est inhérente à tout apprentissage. Tout apprentissage nécessite qu'à un moment donné, on rencontre une difficulté et le propre de l'apprentissage, c'est de dépasser cette difficulté. Et on évacue un peu trop, à mon avis, la dimension émotive, la dimension affective de l'élève qui se retrouve en situation de difficulté. Et vous avez des élèves qui vivent la difficulté d'une manière tellement négative, qui leur envoie tellement à tellement quelque chose de profond et de négatif d'eux, qu'ils sont incapables de faire cet effort qu'on va leur demander, d'avoir cette persévérance hein, et de dépasser cette difficulté. Et pour moi, tout le secret d'un apprentissage avec ces élèves, c'est comment on les amène, non pas à éviter la difficulté, parce qu'ils vont le faire très bien. Ils vont avoir des stratégies d'évitement, j'en ai essayé d'en montrer quelques-unes. Ils vont très vite trouver des stratégies d'évitement, de contournement. Hein. C'est comment on leur amène à prendre du plaisir, à dépasser la difficulté et à vivre émotionnellement, de manière positive, le dépassement de la difficulté. Parce que ce qui m'intéresse, à moi, c'est de comprendre cette spirale dont on a parlé tout au long de la matinée. C'est comment est-ce que, d'une difficulté ordinaire, qui est le propre de tout apprentissage, eh bien, on arrive à un moment donné à cette spirale de l'échec. Alors, ce sentiment de compétence, c'est comme l'estime de soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se construit. Et comment est-ce que se construit donc ce sentiment de compétence ? Eh bien, les expériences antérieures, c'est-à-dire que plus vous vivez des réussites, hein, des situations de réussite, et plus ça augmente votre sentiment de compétence, plus vous vivez des échecs, et plus donc cela rabaisse votre sentiment de compétence. Hein. Donc l'idée, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'à un moment donné, ces élèves qui sont en situation de vécu répété d'échecs, on les remet, hein, et là j'ai aussi été attentive à moi, ce que j'appelle des espaces rebonds, mais à ces espaces qui permettent à un moment donné de mettre ces élèves qui sont en échec dans des situations de réussite qui souvent relancent la machine. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on relance à un moment donné, comment on remet ces élèves en situation de réussite. Toutes ces représentations de soi dont je viens de parler, elles se construisent aussi en se comparant aux autres. Donc la comparaison sociale est importante. Alors, elle est importante à condition qu'on observe un autre dont on juge les capacités semblables à soi-même. Voir une telle personne réussir, c'est-à-dire une personne qu'on juge identique à soi-même. Parce que souvent dans la classe, l'enseignant croit bien faire et il montre aux élèves qui sont plus faibles l'exemple du bon élève qui a bien réussi, etc. Mais l'élève qui est en difficulté, lui, déjà, dans son groupe de référence, il les a exclus. Il dit oui, mais eux, c'est les bons. Moi, je ne suis pas bon. Donc, voilà, oui, c'est normal qu'ils réussissent. Donc, lui, il va se comparer à son groupe de référence. Et s'il y en a un dans son groupe de référence qui réussit, alors là, ça va peut-être déclencher quelque chose. Donc, voir une telle personne réussir, ça augmente le sentiment de compétence. Voir une telle personne échouer, baisse le sentiment de compétence. En milieu scolaire, se voir donner un modèle, un élève jugé supérieur à soi, est peu aidant pour celui réussissant mal ou avec difficulté. Cela peut même générer les émotions négatives, comme la honte, l'envie, la frustration
et le découragement. Et toutes ces émotions négatives, elles sont là dans la classe que j'ai montrée tout à l'heure, elles ne sont pas visibles, mais je crois que la question de l'émotion, du vécu émotif, de l'apprentissage, mériterait vraiment qu'on s'y intéresse beaucoup plus, parce que ça laisse beaucoup de traces. Les commentaires d'une personne à qui on reconnaît l'expertise dans la maîtrise. Si ces commentaires sont positifs, ben ça augmente le sentiment de compétence. S'ils sont négatifs, ça baisse le sentiment de compétence. D'où bien sûr toute l'importance, je vais en parler, on en a beaucoup parlé ce matin, de l'évaluation, mais aussi de la manière dont l'enseignant s'adresse à l'élève, les commentaires qu'il fait. À la petite enfance, c'est les parents qui ont le pouvoir de persuasion le plus fort, mais dès l'entrée à l'école, les enseignants partagent ce pouvoir et deviennent même, aux yeux des élèves, rapidement plus crédibles. Alors, un petit mot pour parler de... lorsqu'on mesure l'estime de soi des jeunes enfants jusqu'à 7-8 ans, il y a des petits questionnaires même pour l'école maternelle, on a pu constater que généralement, les jeunes enfants se surestiment. Ils ont tendance plutôt à se trouver bons. Mais ce qui est très bien, on appelle ça un biais positif, mais on trouve que c'est très bien. Eh bien, il y a une étude québécoise qui a montré que déjà dans le primaire, eh bien, des jeunes enfants présentent dès le plus jeune âge ce qu'ils ont appelé un biais négatif, c'est-à-dire une illusion d'incompétence. C'est-à-dire que dès l'école primaire, il y avait entre 20 et 30% d'élèves qui déjà se sous-estimaient, qui avaient construit un sentiment négatif de leur compétence, en tout cas inférieure, et cela peut avoir des conséquences si à un moment donné on ne stoppe pas, et si on ne remet pas cette représentation, on ne la repositive pas. Voilà. Et nous, on a fait une étude l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec des étudiants qui n'est pas publié, mais en grande section maternelle. Et là aussi, en grande section maternelle, on a trouvé qu'il y avait entre 20 et 30% déjà, alors beaucoup plus dans ce qu'on appelait toutes les activités de langage. C'était beaucoup plus fort que les activités numériques. Bon, ça aussi, on pourrait en discuter. Alors, rapidement, peut-être que je ne sais pas combien de temps il me reste, mais est-ce qu'il y a des leviers d'action? J'ai fait le constat. Est-ce qu'il y a des leviers d'action? On en a entendu beaucoup ce matin, mais je voudrais juste montrer que la recherche, elle va dans le même sens. Elle dit la même chose, même si on n'en tient pas beaucoup compte. Alors, un élève en difficulté se dévalorise-t-il plus lorsqu'il est dans une classe spéciale ou dans une classe normale? Bon, vous savez, en France, on a, je ne sais pas si c'est pareil, on a dans des établissements des classes où on met des élèves en difficulté ou des élèves qui... Voilà. Alors, je ne suis pas là pour refaire le débat éternel, classe homogène, hétérogène, ni pour défendre les classes homogènes. Je suis là, je vous rassure sur ce côté-là, mais tout simplement parce que je pense que c'est un faux débat. Parce que moi, je peux vous trouver des arguments pour vous montrer que la classe hétérogène, c'est très bien, et je vais vous montrer ses défauts aussi. Sur le plan cognitif, c'est démontré que c'est bien. Sur le plan socio-affectif, c'est un peu moins bien. Et la classe homogène, je pourrais en parler aussi. Je pense que c'est dépassé. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler d'hétérogénéité modulée, où j'ai entendu parler en Finlande de ces espaces où par moment, on met les élèves dans des petits groupes et tout ça est flexible. On sort de la structure rigide de classe. Et je crois qu'on est là bien dans un compromis et qui permet aux élèves de se retrouver dans des situations où ils peuvent se comparer parfois à des élèves qui sont comme eux et des fois à des élèves qui réussissent mieux. Et je crois que c'est un mélange des deux qui est vraiment très favorable pour la construction de ces dimensions socio-affectives. Alors le rôle de l'évaluation, je vais passer assez vite parce qu'on en a bien parlé ce matin. Lorsque l'enseignant met un 0 sur 20, pour prendre un extrême, l'enseignant note un objet, c'est-à-dire il note un travail. L'enseignant, il dit je note un produit, un travail, un objet. Le sujet qui se perçoit, mais c'est le sujet qui se perçoit à travers cette note. C'est-à-dire que l'élève, le 0, il ne le prend pas comme le 0 de son travail. Il le prend comme j'ai 0, je suis nul. C'est ce qu'on appelle la naturalisation de l'échec. Et là, on sait aussi qu'on peut faire en sorte d'éviter
de naturaliser l'échec, c'est-à-dire de faire en sorte que l'échec, il ne soit pas seulement de se dire j'ai pas réussi, c'est normal. Des fois, on ne réussit pas toujours. Apprendre, c'est aussi faire des erreurs, avoir des difficultés, mais ne pas renvoyer toujours ce jugement comme quelque chose qui est personnel, qui est naturalisé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc la plupart des travaux ont montré que la manière dont fonctionne l'évaluation à l'école influence les buts poursuivis par l'élève. Si l'évaluation est perçue comme l'occasion de mesurer ses progrès, elle facilite l'engagement dans des buts d'apprentissage, c'est-à-dire dans je travaille parce que ça me rend plus compétent, parce que j'apprends des choses nouvelles. Si l'évaluation sert uniquement à la comparaison sociale, elle encourage l'engagement dans des buts de performance, c'est-à-dire dans avoir des bonnes notes, mais aussi surtout faire attention à mon image. Et je vais tout faire pour jouer sur cette question de l'image et donc avoir aussi des stratégies d'évitement. Voilà. Les évaluations qui mettent en compétition les jeunes entre eux sont défavorables à l'engagement de ceux qui sont en difficulté. Ça peut marcher avec ceux qui n'ont pas de difficulté. Ça marche avec ce qu'on nous montrait dans l'enquête PISA qui sont en haut, dans je ne sais plus les combien pourcents d'en haut. Voilà. Mais ça marche beaucoup moins bien et même très mal sur ce qui est en bas. L'évaluation ou le feedback, c'est-à-dire les retours, les commentaires que l'enseignant fait à l'élève, ne doit pas être un élément de jugement personnel ou pire, un facteur de rabaissement par rapport aux autres. C'est pas ce que nous montrait le petit film qu'on a vu en introduction de cette journée. Sinon, elle devient un obstacle insurmontable à l'estime de soi et augmente le désengagement scolaire. Alors, quelle évaluation pour encourager les buts de maîtrise, c'est-à-dire pour encourager l'engagement, ce que j'ai appelé l'engagement qui permet à l'enfant de se dire qu'il apprend pour devenir plus compétent, pour apprendre de nouvelles choses. On retrouve ce qui a été présenté ce matin. Donc, vous voyez que les résultats de la recherche corroborent aussi les pratiques innovantes. Donc, expliciter les critères d'évaluation, mettre des commentaires plutôt que des notes sèches, si on veut garder l'évaluation. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit des commentaires assassins, sinon ça fait l'effet inverse. Favoriser les outils d'auto-évaluation, éliminer ou atténuer la compétition et la comparaison, et être confiant dans les possibilités des élèves en difficulté. Et là aussi, on a des travaux, vous avez tous entendu parler de l'EFI Pygmalion. Moi, je préfère utiliser le terme de prophétie auto-réalisatrice. Vous savez, ça marche très bien sur les marchés financiers aujourd'hui, alors pourquoi ça ne marcherait pas à l'école ? Donc, on peut démontrer que plus les enseignants, d'ailleurs les recherches ont montré, que plus les enseignants ont des attentes positives, croient dans la réussite de leurs élèves, y compris de leurs élèves qui sont en difficulté, plus ils les font progresser. Et il n'y a pas de magie, il n'y a pas de télépathie là-dedans. Pourquoi ? Bien parce qu'en fonction des attentes que vous avez, des représentations que vous avez des personnes que vous avez en face, eh bien vous allez vous comporter différemment. Et les élèves sont des très bons décrypteurs des comportements de l'enseignant. Soit des paroles, la communication verbale, mais encore meilleure de la communication non verbale. Et donc, comme vous, en fonction de l'attente que vous avez, vous vous comportez d'une certaine manière, l'élève va décrypter ça, et si dans votre comportement, il perçoit que vous n'attendez pas à grand-chose, que vous n'attendez pas qu'il progresse, eh bien, il va se comporter en fonction de cette entente. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et on a pu montrer que c'est un levier puissant, et je crois que la différence peut-être entre ce que j'ai entendu dans la Finlande et dans la France, peut-être que l'essentiel, il est dans ces représentations culturelles. Je pense que c'est peut-être là l'obstacle premier, au-delà des dispositifs, et ce sera peut-être ça le plus difficile à modifier. Voilà, et je terminerai donc par cette phrase: un élève en situation d'échec est un élève privé du plaisir narcissique de la brillance groupale. Et je crois que ce plaisir narcissique, il faut d'abord se dire qu'il est légitime, ce qui n'est pas toujours vrai dans la culture française. On a tendance à penser que, moi je dis, il est légitime, mais il faut faire en sorte que ça soit le plus grand nombre qui puisse en profiter, et pas seulement quelques-uns. Voilà, je vous remercie.
Merci Madame Alcorta. Je pense qu'elle nous a donné de très bonnes informations, de très bons outils pour le quotidien, en tout cas des futurs enseignants qui sont là en haut et des enseignants dans la salle.